Bonjour, cette fois-ci, physique, UAA8, la Terre et le cosmos, c'est-à-dire les dernières unités à étudier. D'abord, parlons un petit peu de la planète Terre. Juste quelques informations qui peuvent être intéressantes à se rappeler. Normalement, c'est pas toujours des questions d'examen, mais ça peut être intéressant malgré tout. Il faut ne pas oublier que nous parlons, par exemple, quand on voit la Terre, il faut savoir qu'elle est inclinée légèrement sur le côté, ce qui fait qu'il y a une différence entre le pôle géographique qui va se trouver ici et le pôle magnétique. Celui-ci se déplace un petit peu partout. Il peut même avoir une inversion que le pôle nord magnétique pourrait être de l'autre côté de la Terre. De la même façon, nous avons aussi un équateur qui est magnétique, qui est donc perpendiculaire au pôle magnétique, et un équateur géographique qui est perpendiculaire au pôle géographique. Les méridiens, eux, restent des droites verticales par rapport à l'équateur géographique. J'ai beaucoup parlé du mot magnétique parce qu'on peut considérer la planète Terre comme étant un énorme aimant. J'ai pas dit amant, aimant. Avec donc, puisqu'elle tourne sur elle-même, ce qu'on a vu dans une des unités précédentes, si vous avez un champ magnétique qui tourne sur lui-même, il va créer un flux magnétique et donc des lignes de champ, les lignes d'activité électrique. Voilà. Ça, c'est en grande ligne quelques informations déjà par rapport à la Terre. D'abord, il faut savoir que la Terre se trouve dans le système solaire. Son étoile est le Soleil. Et au niveau des planètes, c'est la troisième planète dans tout ce système. Je vous conseille quand même de connaître le nom des 8 planètes et de les connaître dans l'ordre. On peut toujours avoir ce genre de questions à l'examen. Donc, à partir du Soleil, vous avez Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. À vous de trouver les trucs pour les apprendre par cœur, mais depuis vos primaires, on vous le demande de commencer à les apprendre. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y aura trois on va dire, mais deux sortes importantes de planètes, et que la Terre fait partie avec le premier groupe des planètes telluriques. Et cela veut dire rocheuse, de la pierre. Les autres planètes, plus loin, ne sont pas formées à base de pierre, de roche. Comme on l'a un petit peu compris d'avant, c'est que la planète, c'est une sphère, mais si on la regarde bien, elle est légèrement aplatie au pôle. Elle a un peu écrasé. C'est comme si c'était un ballon qu'on a un petit peu écrasé. Et ici, ce qui est représenté, c'est l'information que j'ai donnée un petit peu avant, un peu amusante, c'est que si vous aviez le cercle polaire qui est vraiment ici, le cercle polaire géographique, vous voyez que depuis qu'on peut faire des mesures vers 1600, le cercle polaire magnétique s'est déplacé ainsi, a suivi les points rouges. On en est déjà maintenant ici, et bientôt, s'il continue, il va aller se retrouver complètement en Russie. Alors, si vous avez du mal à vous repérer, ici, cette grosse masse, c'est le Groenland. L'autre grosse masse ici, c'est avec le Canada, c'est toutes les îles autour du Canada. Ce qui fait qu'ici, vous avez l'Islande, vous avez tout ce qui est la Finlande, Norvège, Suède, et vous arrivez vers la Russie. On parle de bilan radiatif. C'est une question qui est arrivée déjà dans les examens. C'est la différence entre la quantité d'énergie reçue par la Terre et la quantité d'énergie réémise vers l'espace. Ok, d'où ça vient tout ça? Donc ce qui se passe, c'est que le Soleil émet des rayonnements solaires. Je vous ai rien inventé là-dessus. Il y a de tout. Il y a beaucoup d'ultraviolets, mais il y a aussi des rayons visibles. On le voit le Soleil. Donc ces rayons arrivent sur la Terre et une partie va partir en infrarouge et va repartir à travers l'atmosphère. Mais ici, il y a une couche qui retient une autre partie de ces rayons. Cette couche est composée principalement de CO2. C'est notre serre. La serre, c'est comme ce qu'on met pour faire pousser les plantes. C'est cette serre-là dont je parle. Le bilan radiatif va être la différence entre
le orange dans mon dessin et le rouge. Alors je vais lui donner, je vais le mettre en rouge mauve, comme ça ça va l'aider à être différencié dans les couleurs. Ça sera plus facile à le comprendre. Cette partie mauve, hein. Et ici aussi la partie mauve qui est là. Donc cette partie mauve, je vais ici, l'énergie réémise vers l'espace et c'est mauve. Ça c'est le bilan radiatif, c'est donc la quantité qui va rester sur la Terre, ou autour de la Terre plutôt. Entre les deux dessins, de quoi on parle? On parle de l'effet de serre. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire avec le bilan radiatif, une partie du rayonnement fourni par le Soleil est piégée par l'atmosphère. Et c'est très bien. Ça permet de maintenir des températures plus chaudes. Par exemple, la Lune, qui n'a pas d'atmosphère, a beaucoup plus froid que nous, alors qu'elle reçoit la même quantité de rayonnement. Elle est à côté de nous. Quelle température on aurait sur la Terre, si vous voulez savoir? Eh bien, on aurait moins 18 degrés en continu. C'est un peu froid quand même. Donc, l'effet de serre a un avantage et cette serre, c'est constitué, comme j'ai dit, principalement de CO2. Mais c'est aussi mauvais, et c'est dans le cas, hein, voilà, c'est ce qu'on a écrit ici, moins 18 degrés, mais c'est le cas aussi euh, si on émet trop de produits nocifs donc c'est-à-dire trop de carbone, de CO2, dans l'atmosphère, cette couche, comme vous pouvez voir ici, cette dimension de couche est plus épaisse ici que là. Ça, c'est D normal, on va dire, et ici, on aura donc D anormal. Et si cette couche est trop épaisse, trop forte, elle va bloquer la quantité de rayonnement qui va rester à tourner autour de la Terre. Moins elle va repartir dans l'espace. Bon, soit on réchauffe moins l'espace, c'est pas très très grave. Mais le problème, c'est que nous, on réchauffe trop notre planète. Et si on réchauffe trop notre planète, bah, bien sûr, on augmente la température, on a plus de pluie, ou en tout cas à des moments où on s'y attend le moins. Si on a plus de pluie, qui fait plus chaud, eh ben, on va avoir la fonte des continents, pardon, la fonte des icebergs. Ça veut dire que la mer va monter, on aura plus d'eau. Ça veut dire que les côtes vont disparaître, etc., etc., etc. Tout ce que vous entendez parler ces derniers temps, avec les réchauffements climatiques, etc., c'est lié à tout cela. Est-ce que c'est la faute de l'homme? Ben oui, principalement. Donc, les détracteurs de ces politiques vont dire, tous ceux qui doutent des effets sur l'environnement de notre vie, vont dire, oui, mais il y a quand même du CO2. Oui, c'est vrai. Les volcans, et c'est bien d'avoir du CO2. Donc les volcans rejettent du CO2, donc on en a besoin. On est tous d'accord là-dessus. Mais il faut un juste milieu. Et là, pour l'instant, ce qui se passerait, c'est que cette épaisseur devient trop importante et nous cassons ce juste milieu. Le système solaire, ici, ça résume toute une série d'informations, ce qui vont être un peu compliqué à comprendre. Il faut essayer de comprendre que l'univers, on l'appelle un super amas et son petit nom, c'est Hydra Centaurus. Ça, c'est l'univers. On n'en a pas vu la taille. On ne sait pas ce qu'il y a au milieu. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ça, c'est l'univers. Dans une zone, donc on appelle des super amas, donc super amas, amassé, donc super tas. Hein, c'est de là que ça vient. Dans un des super tas, on appelle le super tas ici, on l'appelle groupe local. Et dans un groupe local, lui par contre, on peut trouver un centre de masse. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans notre groupe local où on est, il y a plusieurs galaxies. Là, il y en a deux principales. Il y a la galaxie d'Andromède, c'est la plus proche de nous, et il y a notre galaxie à nous. Notre galaxie à nous s'appelle la Voie lactée. Lactée comme du lait. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que vous voyez, elle forme comme des traînées de lait. Et donc, elle tourne autour d'elle-même, cette galaxie,
Elle a comme une sorte de centre, mais nous ne sommes pas au centre. Nous sommes ici, là, dans cette zone-là. Donc nous sommes sur un des bras de la galaxie ou de la Voie lactée, d'accord? Nous sommes sur un bras. Et ce bras, c'est nous, c'est-à-dire le système solaire. Et le système solaire tourne autour d'un soleil. Et autour de ce soleil tournent des planètes, dont la troisième qui est la Terre. Si je reprends l'ensemble, nous avons donc l'univers. Dans l'univers, on a des super amas. Dans un de ces super amas, nous avons un groupe local. Dans ce groupe local, nous avons des galaxies. Dans une de ces galaxies, nous avons le système solaire. OK? C'est génial, hein? C'est facile à comprendre. Ça fait partie d'une des questions d'examen. Je crois qu'il y en a même eu plusieurs. Donc, même le mot groupe local est apparu. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous le parler, ainsi que le super amas. Tout ça est apparu. Et alors, il demandait qui avait un centre. Donc, qui peut avoir un centre? Je vais le mettre en couleur, dans une autre couleur. Le groupe local a un centre. Les galaxies ont un centre. Le système solaire a un centre. Ça, c'est garanti pour cela. Pour le super amas, je n'ai pas repéré comme quoi il avait un centre. Et l'univers, c'est clair, n'a pas de centre. Si maintenant je reviens sur mon système solaire, il va être composé de toute une série de choses. Il va être composé d'une étoile. Il pourrait y en avoir plusieurs étoiles, hein, mais notre système solaire à nous a une seule étoile. Il est constitué de planètes. Il y en a là, il y en a là, 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 un peu partout il y a des planètes. Mais il est aussi constitué de satellites. Alors, on ne le voit pas ici, mais ici, il y a un satellite qui est la Lune. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Mais ici, ils en ont mis un autre exemple de satellite. Euh, Saturne ou Uranus, toute une série de ces planètes ont des satellites. Presque toutes en fait. Il y a aussi, on appelle ça une ceinture d'astéroïdes. C'est-à-dire, et c'est quoi des astéroïdes? C'est des morceaux. On va le voir un peu plus loin. Mais il y en a tellement qui font vraiment comme une barrière. Et il y en aurait plusieurs barrières. Et puis, il y a des comètes qui peuvent se balader à travers les galaxies. Elles vont arriver, repartir comme elles le veulent. Et nous avons encore des planètes naines, ici vous en avez une, qui peuvent être perdues très très loin dans ces sortes parmi les astéroïdes. Vous devez être capable pour l'examen de citer plusieurs sortes et de ne pas vous tromper sur ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Revenons en détail. Galaxie, c'est l'ensemble des systèmes solaires, il y a des astéroïdes, il y a de tout. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Hein, et nous sommes sur un bras en spirale, contenant 200 à 400 milliards d'étoiles, du gaz, de la poussière, de tout. Et donc, nous, on vit dans la Voie lactée. Le système solaire, c'est un des systèmes planétaires de la Voie lactée. Il est composé d'une étoile centrale, le Soleil, de planètes et d'astromineurs. Et attention, nous sommes à la périphérie, puisque nous sommes sur un des bras. L'étoile, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Dans notre cas, c'est le Soleil. C'est une boule de gaz géante. Il faut savoir, c'est du gaz, l'étoile. C'est pas de la roche. Et chaude, chaude, chaude. C'est le centre du système solaire. Elle produit sa propre lumière, alors que nous devons être éclairés. Eh bien non, l'étoile, elle a sa propre lumière. C'est une super une usine nucléaire. Les planètes, c'est un corps plus ou moins sphérique. Comme on a dit, nous, on est sphérique, mais aplati, en orbite autour d'une étoile. Et elle ne va pas émettre, la planète n'émet pas de lumière propre. Il y a 3 types de planètes. Comme j'ai déjà dit, la tellurique,
c'est-à-dire la planète rocheuse. Ce sont les 4 premières planètes. Elles sont beaucoup plus petites parce que elles seraient beaucoup trop denses, beaucoup trop grosses. On perturberait le Soleil si on était aussi grosse que Saturne et remplie de roches. On aurait un pouvoir beaucoup trop fort. Puis il y a les planètes joviennes. Ce sont les planètes gazeuses. C'est les 4 dernières. Elles sont, comme j'ai dit, plus grosses, plus éloignées. Elles sont donc constituées principalement de gaz. C'est pas parce qu'elles sont constituées de gaz que leur anneau est aussi du gaz. Ils peuvent très bien être constitués de roches, de glace, etc. Pourquoi? Parce que votre amas de gaz, si tout d'un coup il a éjecté des petits morceaux de gaz, il risque d'être rentré en contact avec des roches, de s'être congloméré ensemble, et en plus, en s'éloignant du centre de ce gaz, il ne tourne plus à la même vitesse, il s'est peut-être éloigné du Soleil, et il va se refroidir, et s'il se refroidit, le gaz, il devient de la glace. Pensez à la vapeur d'eau. L'eau, c'est quand elle est très très chaude, c'est un gaz, c'est de la vapeur. Mais après, elle peut se condenser et devenir de la glace. Les planètes naines, comme j'ai dit, elles sont dans les ceintures d'astéroïdes. En fait, on pourrait dire que c'est des astéroïdes beaucoup plus gros et assez bien sphériques. Parce que, je vais y arriver après alors sur les astéroïdes. Les satellites, c'est un astre, donc c'est principalement de nouveau euh, euh, un corps solide de rocheux, mais ça pourrait être du gaz, qui va tourner autour d'une planète. Dans notre cas, nous, c'est la Lune. Mais pour Saturne, par exemple, c'est Titan. La comète, c'est un petit corps euh, fait de glace, de poussière, de gaz, un peu de tout. Et qui a une longue queue. Cette queue, en fait, c'est des petits débris qu'elle perd. Et compte tenu que quand elle les perd, même problème qu'avec les anneaux de Saturne, Saturne étant du gaz, ces anneaux, quand ils s'éloignent du centre, ils vont se euh, condenser et ça va former aussi de la glace. Donc, et c'est pour ça qu'on va voir une sorte de traînée parce que c'est ces morceaux de glace qu'elle traîne derrière elle. La plus connue pour nous, c'est la comète de Halley. Elle tourne je sais plus, elle passe chez nous, c'est tous les 67 ou 87 ans. Ça, je n'ai jamais vu des questions aussi détaillées que ça. On en parle, pourquoi? Parce que elle serait apparue en fonction de ses cycles quand Jésus-Christ serait né. Elle serait apparue à l'époque des batailles de Hastings, quand la France a envahi l'Angleterre en 1088, 86. Voilà. Donc c'est pour ça que ça apparaît régulièrement, parce qu'on la voit pendant quelque temps et ça perturbe tout le monde. Et le dernier élément que j'avais dit, c'est l'astéroïde. C'est un petit corps de forme irrégulière qui est composé d'un peu de tout. Et il va se balader, graviter autour d'une étoile. Il peut graviter autour aussi d'une planète, simplement. Mais la différence par rapport à un satellite, c'est qu'il est moins régulier. Alors, depuis que la Terre est née, je dirais ainsi, on n'a pas toujours pensé de la même façon sur où se trouve le Soleil, qui bouge par rapport à qui. Ça demandait un peu de compréhension à l'époque. C'est une question d'examen, c'est déjà arrivé, qui demande quels sont les modèles pour représenter le système solaire. Et les 2 grands modèles, c'est le modèle géocentrique et le modèle héliocentrique. Alors, hélio veut dire soleil, géo veut dire terre. Donc, le modèle géocentrique, c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Tout tourne autour de la Terre. C'était ce qu'on utilisait à l'Antiquité. C'est
C'est encore utile maintenant avec les platistes, des personnes assises qui pensent que c'est pas possible, que nous tournons pas autour du soleil, etc., etc. Alors que scientifiquement, mais bon, certains ne croient pas en la science et ne veulent pas accepter certaines conclusions scientifiques. Ils les remettent en question. Ils sont libres de faire ça. Mais pour l'examen, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le modèle défendu par les scientifiques est le modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil est le centre du système solaire, tout tourne autour du Soleil. Même si vous pensez à vous personnellement autre chose, pour l'examen, je vous recommande très fortement d'avoir le point de vue officiel, c'est-à-dire modèle héliocentrique. Deux petites notions à se rappeler, la période de révolution et la période de rotation. La révolution, c'est quand on tourne autour de l'astre central. Donc, c'est combien de temps, selon le modèle héliocentrique, bien entendu, combien de temps la Terre met pour tourner autour du Soleil? 365,25 jours. C'est pour ça que tous les 4 ans, pour récupérer ce 25e, on a un jour complet en plus. La période de rotation, c'est le temps nécessaire pour la Terre de tourner sur elle-même. C'est 24 heures. Même chose, hein, c'est pas picobello 24 heures. C'est comme ça qu'après un certain nombre de siècles, il faut récupérer, et maintenant on le fait un peu plus régulièrement, récupérer des millionièmes de secondes. Pour vous et pour moi, c'est pas tellement important. C'est important pour les systèmes informatiques ou si vous voulez aller sur l'espace, dans l'espace, pardon. Voilà, donc voici les représentations des deux différents modèles. Le modèle géocentrique, c'est pas le nôtre. Le modèle héliocentrique, c'est le nôtre. Avec notre Terre, la Lune, toutes les planètes ne sont pas représentées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils n'avaient pas la place pour les mettre toutes. C'est pas parce que les autres ne sont pas sur cette carte qu'elles n'existent pas. Enfin, on a les premières et les 4 premières étant surtout des planètes telluriques par rapport aux planètes joviennes. Dans le modèle géocentrisme, je ne sais pas très bien ce que sont censées être les différentes planètes. En tout cas, la Terre est au milieu, la Lune tourne autour de nous et le Soleil, en fait, prend la place d'une planète et tourne autour de nous comme d'autres planètes. Et les étoiles elles tournent aussi autour de nous bien collées. Les lois de Kepler. Pour l'examen, il y a très longtemps qu'elles ont été posées. Ces derniers temps, je ne les ai pas vues. Je conseille, si vous n'êtes pas capable de les citer mot à mot, au moins de les comprendre parce qu'elles permettent de comprendre et d'expliquer certains phénomènes. Et honnêtement, ces derniers temps, je trouve qu'ils demandent des justifications tellement tordues que je vous conseille de les connaître un petit peu. Alors, ce qui est bizarre, ou ce qui est génial, c'est qu'elles fonctionnent, ces lois, pour tout corps céleste dans notre système solaire. C'est même ainsi qu'on a un jour découvert une planète. Parce qu'on a dit, selon les lois de Kepler, là, on ne voit rien avec nos télescopes, etc. Mais on doit s'attendre à trouver quelque chose. Et longtemps plus tard, avec des satellites, avec des télescopes, télescope Hubble qui a été envoyé dans l'espace, ce qui fait qu'il n'est pas gêné par notre pollution lumineuse, par notre atmosphère, etc. Il a pu voir la planète qui avait été prévue par les lois de Kepler. Donc, c'est vachement fort. Il a été vraiment génial, ce gars. Il a vécu, je crois, en 1500 ou 1600. Que disent ces lois? La première loi, c'est la loi des orbites. Elles disent les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Alors, bien sûr, c'est basé sur le modèle héliocentrique. Alors, trajectoire elliptique, c'est-à-dire qu'on est peut-être rond, nous ici, notre planète, mais c'est pas pour autant qu'on fait un cercle autour du Soleil. Quand on le représente ainsi, comme j'ai fait sur la page d'avant, c'est simplement pour simplifier notre vision. Mais en réalité, le Soleil est ici. C'est l'un des foyers. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà étudié les ellipses.
Les ellipses sont constituées, bien sûr, il y a un centre, mais surtout il y a deux foyers. Et en fait, on a l'impression que une ellipse est composée de deux cercles, avec chacun des cercles étant centré autour d'un foyer et la réunion des deux, mais après, il faut encore tracer plus de traits. Bon, la maths, on va pas s'y concentrer. Il faut juste savoir que les planètes ont un mouvement elliptique et le Soleil est un des foyers. Ça, c'est le vrai, de vrai, de vrai. La deuxième loi, puisque c'est une ellipse, il dit, et je vais l'expliquer avec des mots parce qu'ici c'est un peu compliqué sinon, il dit que l'aire verte, ici, est égale à l'aire brune. C'est-à-dire que j'ai la même planète. Si ma planète se trouve autour de son ellipse, proche du Soleil, du foyer du Soleil, et qu'on prend une certaine quantité sur un certain temps, et bien l'aire que ça définit ici, ça va être la même aire que quand notre planète est tout au bout, à l'opposé du Soleil, très très loin du Soleil, toujours en train de tourner, hein, ça lui prend 365 ans, si c'est pardon, 365 jours, si c'est la Terre qui est en train de tourner là, et ils disent que ces deux aires sont équivalentes, ont la même taille d'air, mais compte tenu qu'elles mettent le même temps pour parcourir euh, cette quantité, mais bien sûr que la dimension, l'air ici, la longueur de l'arc plutôt, je devrais dire, est différente. Cela veut dire que la vitesse varie en fonction de sa position par rapport au Soleil. Donc ici, dans l'aire verte, on aura une vitesse 1 qui va être plus élevée que la vitesse 2. Pourquoi? Parce qu'il a, sur un même temps donné, moins de distance à parcourir, donc il peut aller plus lentement. Voilà. Donc, les expressions, c'est un peu compliqué. Retenez simplement qu'il y a une équivalence des aires, même si on est loin ou proche, c'est-à-dire que vraiment la phrase la plus importante à retenir, c'est que la vitesse de l'astre, hein, de la planète, varie en fonction de sa position par rapport au Soleil. On va tourner plus ou moins vite. Quand on est près du Soleil, on doit se manier le cul, que quand on est loin du Soleil, on a plus de temps. La troisième loi de Kepler est encore plus bizarroïde, et c'est comme ça qu'on a pu trouver la planète manquante. Oh, pardon. Elle dit, je pensais que j'avais mis la formule directement, complètement. Ah, voilà, elle est là. Elle dit qu'il y a une constante, quelle que soit la planète, entre ces deux paramètres, le premier paramètre étant pris au cube et l'autre paramètre étant pris au carré. Le A, qu'est-ce que ça représente? C'est ce qu'on appelle le demi-axe. Ça, c'est une notion sur les ellipses. On appelle sur un cercle, ceci serait un rayon. Sur une ellipse, c'est le demi-axe. Alors, il y a le grand demi-axe et le petit demi-axe. Ici, c'est le grand demi-axe. Et si on prend cette quantité au cube et qu'on la divise par la période de révolution, c'est-à-dire du cas de la Terre, 365,25 jours, et qu'on a pris cette valeur-là au carré, et qu'on met l'un sur l'autre, on obtient une constante, quelle que soit la planète. Parce que les autres planètes vont avoir aussi un mouvement, mais comme elles sont plus ou moins loin ou proches du Soleil, leur demi-axe n'est pas le même, et ce qui fait que leur période pour tourner autour du Soleil n'est pas la même. Mais le lien entre les deux est constant, quelle que soit la planète.
Voilà. Alors, retenir la formule, je ne crois pas que ce soit le plus important. Euh, Simplement, il faut se rappeler qu'il y a une constante entre la, la dimension de la trajectoire elliptique, je dirais, et la période de révolution. Retenez au moins ça, c'est le minimum. Plus compliqué à comprendre, le cycle de vie des étoiles. Bon, ben, vous ne le savez peut-être pas, mais les étoiles, elles sont notre Soleil, et un jour, il est né. Il y a très longtemps, mais il est né. Et notre Soleil, il est né, c'est écrit ici, il y a 4,6 milliards d'années. Euh, Retenez plus ou moins le chiffre. Si vous retenez 5, ça ne va pas être catastrophique. De toute façon, votre examinateur n'était pas présent à la naissance du Soleil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe par toute une série d'étapes. Euh, ça peut partir, ça va partir ici, par la naine blanche. Elle va grandir, va passer par toutes ces étapes, jusqu'à devenir une supergéante rouge. Et puis à un certain moment, elle va pouvoir exploser. Ou elle va devenir une étoile à neutrons, ou elle va se transformer en trou noir qui va tout avaler autour d'elle. Donc la fin de la vie peut varier. Mais en gros, elle va passer par plusieurs étapes. Et nous sommes déjà à la 3e génération. Voilà. Et donc tout ceci, notre étoile est arrivée à travers la nébuleuse stellaire, comme on dit. Donc c'est un ensemble, un amas d'éléments qui se sont agglomérés et qui ont formé soit des étoiles moyennes qui vont grandir en géantes rouges, nébuleuses planétaires, etc., soit qui vont partir dans l'autre sens. Étoiles massives, supergéantes rouges, etc. Et nous, ben, on est là. Le trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, on va dire, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler autrement, qui exerce une force d'attraction, comme une gravité, tellement grande sur tout ce qui est autour d'elle, de lui, que il va l'absorber, il va l'avaler, et il va même avaler la lumière. C'est pour ça que c'est noir. Ça fait un trou noir, ça fait vraiment une zone sans étoiles, sans rien. Vous pouvez avoir l'impression d'en voir plein dans le ciel, parce que la nuit, il y a plein de zones. Mais si vous regardez bien, si vous attendez très longtemps, s'il n'y a pas du tout de lumière là où vous êtes, vous verrez que tout compte fait là où vous croyez qu'il y avait un trou noir, eh ben non, il y avait une étoile, mais minuscule, ou très très lointaine, ou pas très lumineuse. Mais donc les trous noirs, ça existe. Seulement, entre guillemets, on ne peut pas le voir. C'est constitué ce qu'on appelle d'antimatière, parce que ça a avalé toute la matière. Autre chose importante à savoir, c'est, ça fait plusieurs fois que ces questions reviennent, c'est le Soleil, comment il fonctionne. Eh bien, le Soleil, c'est une centrale nucléaire. Il faut juste espérer qu'il ne va pas faire le coup de Fukushima ni de Tchernobyl, parce qu'il fonctionne sur base de la fusion nucléaire. Alors, la fusion, on l'a vu dans l'unité précédente, c'est l'association, le fusionnement, hein, donc le collage, on va dire ainsi, de 2 ou plusieurs atomes ultra légers, de façon à former un atome plus important, plus consistant. Et pour faire ce qu'est capable de faire le Soleil, c'est-à-dire que le Soleil est si intelligent, enfin si puissant, qu'à base d'hydrogène, il va être capable de créer euh, un hydrogène un peu bizarroïde, qu'on appelle le deutérium. Et si on le mélange, ce deutérium, avec encore de l'hydrogène, il va être capable de créer un hélium bizarroïde. Je crois que c'est 3,2. Bien sûr, chaque fois, alors ici, il va le créer avec en même temps des positrons, c'est 3,1. Et ici, il va le créer avec des électrons. Et cet hélium bizarroïde, si vous continuez encore à le mélanger avec de l'hydrogène, il va composer du vrai hélium, celui qu'on connaît et qu'on a vu dans le cours, dans l'unité précédente, avec aussi des photons et plein d'autres graphes. Donc, il est capable de faire tout ça. Il est vachement fort.
Et pourquoi nous, on n'arrive pas à faire la même chose que lui? Ben, parce qu'il faudrait des températures excessives du genre de, je crois que c'est de 15 millions de degrés. Alors, est-ce que c'est des Celsius ou des Kelvin? À Quand on est déjà à la valeur du million, à 273 près, c'est pas important. On va dire 15 millions de degrés Celsius, c'est plus facile. Et des pressions, même chose, impossible. Nous ne savons pas les effectuer sur la Terre. Si on essayait de faire ça sur la Terre, notre système, notre Terre exploserait, ou imploserait plutôt. Voilà, donc ici, j'ai remis la formule globale de l'équation, et en fait, elle est même dans un des exercices. Donc, vous pourrez aller la repérer par là-bas. Mais si on prend globalement tout ce que j'avais mis, en fait, donc c'est partir de l'hydrogène et arriver à un résultat qui produit de l'hélium, plus de l'hydrogène, plus des positrons, plus de l'énergie. Parce que les électrons ont été réutilisés. Et c'est ce qu'on appelle alors une fusion proton-proton. Pourquoi? Parce qu'en fait, les électrons disparaissent des équations. Donc il n'y a plus que des charges positives. Elle est forte, hein. La théorie du Big Bang, alors là aussi, c'est la même chose. Euh, il se peut que votre religion remette en question cette théorie. Parce que cette théorie permet de dire que c'est peut-être pas Dieu qui a tout créé, quel que soit le nom de Dieu que vous voulez lui donner, vous pouvez l'appeler euh, Yahvé, Allah, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Si vous prenez mot à mot la Bible, le Talmud, le Coran, euh, vous allez avoir des problèmes, la Torah, vous allez avoir des problèmes avec cette théorie-ci. Donc, je vous demande pour l'examen de l'accepter tel quel, même si votre religion ne l'accepte pas. La théorie du Big Bang, c'est dire que l'espace, l'univers même, grandit. Il se dilate. Ce qui fait que tous les éléments qu'on a vus, tout qu'on a parlé, comme le groupe local, comme le superamas, comme les galaxies, comme les systèmes solaires, tous ces éléments s'éloignent les uns des autres. Oui, c'est pas non plus extrêmement visible, mais ça le fait. Et ça le fait depuis la création euh, de l'espace de l'univers. C'est-à-dire, on pense que l'univers serait né il y a 14 milliards d'années, sachant que, comme on a dit, notre Soleil, lui, n'est né qu'il y a 4,6 milliards d'années. C'est un genou, quoi, par rapport à l'univers. Donc, même si votre religion n'accepte pas cette théorie, comme quoi il, il y a eu à un moment donné une explosion qui est à l'origine du tout, et qu'en plus nous nous éloignons les uns des autres, donc qu'il y a une évolution, eh bien, je vous demande pour l'examen de l'accepter. Et je suis sûre que votre Dieu vous le pardonnera si c'est juste pour votre examen et que vous ne changez pas votre façon de penser. Comment on a pu physiquement, alors de nouveau, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces preuves scientifiques, comment scientifiquement, selon ce que vous devez étudier pour l'examen, on a pu le repérer, c'est que on s'attendait à avoir des étoiles, des galaxies, des éléments à d'une certaine couleur. C'est-à-dire, on l'a vu dans les cours précédents, la couleur est associée à une longueur d'onde. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un décalage. Certains éléments n'ont pas la bonne couleur. Donc, on s'attend à avoir cette représentation-ci des couleurs, c'est ce qu'on voit dans le spectre visible. Mais on remarque que pour le Soleil et même les galaxies proches de nous, il y a déjà une légère différence.
Mais quand elles sont très très lointaines, la différence est beaucoup, beaucoup plus forte. Vous voyez bien que la zone du mauve s'est agrandie par rapport à nous, hein, donc parce que ces deux petites barres-là se retrouvent ici, donc il y a un énorme décalage dans les deux. Euh, Ce qui fait que si chez nous quelque chose est vu en jaune, eh ben ça va apparaître là-bas en rouge. C'est tellement rouge que ça ne, je ne peux même pas écrire dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. Donc la même information chez nous va être vue dans l'espace où on peut voir à l'envers si on veut, c'est-à-dire que on sait que cette galaxie est extrêmement lointaine, parce qu'on sait que compte tenu de l'âge qu'elle devrait avoir, elle devrait être de certaines couleurs, et qu'elle, chez nous, elle nous apparaît beaucoup trop rouge, alors qu'elle devrait être jaune. Et Hubble et Lemaître, ce sont deux grands scientifiques. Lemaître, c'est un Belge. Oui, oui, nous avons des grands scientifiques belges. Je crois qu'il a même eu un prix Nobel en physique, il y a très 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 longtemps. Donc ces deux personnes ont pu prouver que les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. Donc, je viens de vous expliquer comment on a pu prouver scientifiquement qu'elles s'éloignent, c'est par rapport à la longueur d'onde, mais en plus, plus vous êtes loin, plus vous allez vous éloigner encore plus vite. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la théorie du Big Bang et qu'on peut prouver le Big Bang en disant, ben voilà, ceux qui ont été les premiers éléments éjectés s'éloignent tellement vite de nous, ils sont tellement loin que c'est bien qu'il y a eu au début tout le monde était ensemble et puis ça s'est séparé et ils sont partis plus loin. Bon, on va se rapprocher un peu plus de la Terre et de quelque chose un peu plus facile à comprendre, c'est les lois de la gravitation universelle. On va intermélanger deux grandes formules. Et ça, pour l'examen, vous allez devoir faire la liaison entre ces deux formules régulièrement. Il y a la pesanteur, c'est-à-dire le poids, avec cette superbe formule que vous connaissez tous. Donc, le poids est égal à m fois g. Et puis, on va aller voir maintenant la formule pour la gravitation universelle, qui permet en fait de trouver quel serait le poids d'une personne si ce même cosmonaute, il est tout mignon mon cosmonaute, hein, si au lieu d'être sur la Terre, il était dans l'espace. Sur la Terre, notre cosmonaute pèse, on va dire 90 kilos, plus avec son équipement, c'est au moins 20 à 30 kilos de plus. Bah, maintenant, Elon Musk a fait des équipements beaucoup plus légers, heureusement. Mais tout au début, où ils ont marché sur la Lune, vous les voyez habillés vraiment en moon boot, là, hein. Eh bien, c'est parce que leur équipement sur la Terre, je pense, faisait 30 kilos de plus. Alors que sur la Lune, vous les voyez sauter, gambader. Toutou, toutou, toutoun. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est parce que la, le G, la pesanteur, n'existe pas, ou quasiment pas. Il y en a une pesanteur, mais beaucoup plus faible. Ce qui fait que pour une même masse, 90 kilos, plus l'équipement 30 kilos, on va dire 120 kilos, que pour 120 kilos, au lieu de peser chez nous, on va prendre G chez nous qui vaut 10, c'est plus facile, ça ferait donc 1200 newtons, hein. Faut pas dire qu'il pèse 1200 kilos là, c'est 1200 newtons. Et bien sur la Lune, ben, c'est peut-être plus que 120. C'est génial, hein? On est beaucoup plus léger. Quoique la masse est restée la même, hein. La masse ne change pas. C'est ça le piège. Ah oui, alors aussi, ce qui est un petit peu bizarre, la représentation, ce qu'ils ont voulu représenter, c'est que la pesanteur
est bien verticale, que la gravitation va tenir compte des axes de la Terre. C'est pour ça qu'elle est inclinée. Lors de l'examen, si vous avez besoin de certaines constantes, on va vous les donner. Les constantes les plus souvent qu'on va vous donner, c'est la masse de la Terre ou le rayon de la Terre. Mais il peut arriver qu'en fonction de ce qu'on vous donne, la question est quelle est la masse de la Terre. Vous ne devez pas la connaître par cœur, vous allez devoir la retrouver via les formules. Mais si vous avez déjà une idée de ce qu'elle vaut, c'est un peu plus simple pour savoir ce que vous devez retrouver. En gros, ça vaut 6 fois 10 exposant 24 kg. Le rayon de la Terre, c'est 6370 km, attention. Et la constante de gravitation G, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11. Alors les unités, c'est plus compliqué, c'est des newtons mètre carré par kilo au carré. Cette valeur vous est donnée, elle est normalement dans un tableau, je pense qu'en toute dernière page de l'examen. Mais comme j'ai dit, ça peut très bien être qu'on vous donne tout le restant et que vous allez, par calcul, retrouver les valeurs. On définit la force de gravitation universelle comme étant, attention, c'est une force à distance. C'est dans un des premiers cours, on a appris les forces à distance et les forces de contact. Force qui s'applique en tout point de notre univers. Donc, au moins à tout ce qui est dans le système solaire. Donc, c'est pas que sur notre planète à nous. C'est ce que Newton a prouvé il y a très longtemps. C'est aussi pour ça qu'il y a les lois de Kepler fonctionnent et qu'on a pu dire que les lois de Kepler fonctionnent pour tous les astres, pour tout ce qui est, dans notre système solaire. C'est parce que la force de gravitation est universelle, c'est dans tout l'univers, et en particulier dans notre système solaire. C'est une force qui s'exerce entre deux corps, masse M1 et masse M2. Et les deux corps sont séparés d'une distance R. Donc, par exemple, j'ai un joli corps là, j'en ai un là, et cette force de gravitation dit, donc de masse M1, de masse M2, avec une distance entre les deux D, et elle dit que les deux masses vont s'attirer, donc les flèches vont dans le sens de se donner un bisou, et on peut calculer la valeur de la force 1, 2, je vais l'appeler ainsi de 1 vers 2, et la valeur de la force 2 vers 1, eh bien l'intensité sera la même. Parce que ici, il n'y a aucun élément qui me permet de distinguer si c'est la force qui va de 1 vers 2 ou de 2 vers 1. Et cette force, la valeur de cette force vaut G, c'est-à-dire la constante de gravitation, fois M1 fois M2 divisé par le rayon, dans mon cas ici, ma distance, sinon au carré. OK? Attention aux unités. Le G, c'est des unités bidaroïdes, mais les masses, elles doivent être en kilos. Et la distance, le rayon, comme vous voulez l'appeler, doit être en mètres. Sinon, ça ne marche pas. En jouant avec cette formule, on peut recalculer l'accélération de G, la valeur de G. Pourquoi? Parce que quand j'ai ma Terre et que j'ai mis un objet sur la surface de la Terre, il y a donc la force gravitationnelle qui va attirer mon objet vers la Terre. Mais comme il ne va pas s'enfoncer dans le sol ni voler en l'air, ça veut dire aussi qu'il y a le poids qui va s'exercer au même endroit et de même valeur. Donc, on va avoir à un moment donné que grand G fois la masse de la Terre fois la masse de mon objet. On s'en moque, un objet. Et comme je l'ai mis à la surface, fois le rayon au carré de la Terre est égal à la masse de mon objet fois G
la- l'accélération G, la pesanteur. On comprend bien que les deux masses ici disparaissent. Si on connaît la masse de la Terre, on connaît le rayon de la Terre au carré et on connaît la valeur d'un centre de la constante de gravitation, on peut retrouver la valeur de G. Ce genre de petit jeu, vous allez l'avoir à l'examen. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent très bien vous donner à ce moment-là la valeur de G et vous demander de retrouver le rayon si on vous donne tout le restant. Vous voyez bien comment ça peut fonctionner l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est très possible qu'on ne vous donne pas un des éléments parce que vous allez devoir le retrouver. Si vous marquez bêtement directement, ça vaut 6370 km, c'est mignon, mais vous n'allez pas avoir vos points parce que ce n'était pas le but. Le but, c'est de montrer comment vous comprenez le principe. Le principe, c'est qu'il y a un équilibre entre la force gravitationnelle et la force de pesanteur. Voilà, c'est ce que j'ai remis ici et ça vous donne la valeur. Petite finesse, G varie en fonction de la latitude. C'est-à-dire qu'à l'équateur, la valeur est plus petite qu'au pôle. Et alors que nous, on a 9,81, au pôle, c'est 9,83, par exemple. Pourquoi? Parce que, je vais l'exagérer, mais notre Terre, elle est aplatie. Donc, la distance, le rayon, si on veut, n'est plus tout à fait la même en fonction qu'on est au pôle ou à l'équateur. Cette légère différence de rayon de la Terre suffit, à cause de tous les exposants et compagnie, suffit à nous introduire une aussi grande variation de la valeur. Spécial, hein? Avec ça, nous avons vu toute la théorie.